Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à une question clé. Non plus si les risques naturels impactent la finance, ça c'est un consensus, mais bien comment les quantifier. Et c'est précisément le défi que relève le document de travail numéro 857 de la Deenerdanse Bank. On va donc décortiquer ensemble leur méthodologie pour modéliser les risques physiques et leur effet sur la stabilité financière. Alors, pour cette analyse, on va suivre la structure du document. D'abord, le défi méthodologique. Ensuite, le cadre qu'il propose. Puis on verra son application concrète avec une étude de cas sur un choc hydrique. Et enfin, on regardera la quantification de l'impact financier. C'est parti? On commence donc par poser le contexte. Il y a un accord général sur l'existence du problème, mais c'est bien la quantification qui reste le véritable enjeu pour la profession. Voilà la question centrale, celle que tout le secteur se pose. Concrètement, comment un événement physique, comme la dégradation de la nature, se transforme-t-il en un risque quantifiable dans un bilan? C'est ce passage, de la physique à la finance, qui est au cœur de toute la difficulté. Le document de la DNB part de ce constat. Des organismes comme le NGFS ou le Conseil de stabilité financière, le FSB, sont unanimes. Oui, les risques liés à la nature sont une menace financière. Le vrai blocage, c'est ce vide méthodologique, ce pont qui manque entre le concept et sa mesure concrète. Passons donc à la contribution principale de ce document, le cadre d'analyse qu'ils ont élaboré pour, justement, combler cette lacune. Le cadre qu'ils proposent s'articule autour d'une chaîne de transmission assez logique, en 3 étapes. Tout commence par un choc sur la nature, qui a ensuite un impact sur l'économie réelle, lequel enfin se répercute sur le secteur financier. C'est ce lien entre l'étape 2 et l'étape 3 que les auteurs cherchent à modéliser précisément. Ce schéma, c'est vraiment le moteur de leur modèle. On voit qu'ils partent d'indicateurs de dépendance et de dégradation de la nature. En les combinant, ils estiment des vulnérabilités, directes et indirectes. Ces vulnérabilités, elles, affectent les entreprises, ce qui se traduit, au final, par une variation de leur probabilité de défaut, le fameux delta PD. C'est cette variable clé qui va ensuite servir à toute l'analyse financière. Un concept est vraiment central ici, c'est celui de vulnérabilité. Ce n'est pas juste la dépendance. Les auteurs la définissent comme une combinaison, d'une part, de la dépendance d'une entreprise à un service écosystémique, et d'autre part, du niveau de dégradation de ce même service. C'est une métrique bien plus fine. Pour la partie modélisation financière, le document s'appuie sur une adaptation du modèle de Merton. C'est ce qui leur permet de faire le pont, de traduire cette vulnérabilité en une augmentation chiffrée de la probabilité de défaut. Et bien sûr, cette augmentation vient ensuite alimenter directement les modèles de risque de crédit et de risque de marché. Bon, maintenant, voyons comment ce cadre se comporte en pratique. Pour ça, ils ont mené une étude de cas détaillée, en se basant sur un scénario de pénurie d'eau. Alors, le scénario de choc est calibré pour simuler une perte de production de 10% au niveau de l'Union européenne, mais les auteurs insistent bien sur un point, et c'est important de le noter, il s'agit d'un benchmark pour tester la robustesse du cadre, ce n'est pas un scénario prédictif, validé scientifiquement. Cette transparence est, à mon sens, tout à fait essentielle. Et nous voilà arrivés au résultat. Cette section présente les chiffres qui sortent de la simulation, donc l'application du cadre scénario de choc hydrique. Cette carte est très parlante. Elle illustre un point clé, l'impact est loin d'être uniforme. Pour un même choc, on voit que les pertes de production varient énormément selon les zones géographiques et les secteurs. Par exemple, le document chiffre une perte de 6,3% en Finlande contre 14,6% aux Pays-Bas. Ça montre bien qu'une analyse doit être granulaire pour être vraiment pertinente. L'impact global calculé dans le cadre de cette étude s'élève à 500 milliards d'euros. Il s'agit de la baisse totale de la valeur de marché des portefeuilles de dettes et d'actions au niveau de l'UE pour le scénario testé. Ce graphique ventile ces pertes par type d'institution. On voit que tout le monde est touché, mais que ce sont les banques qui, dans ce scénario, subissent les pertes de valeur de marché les plus importantes en termes absolus. C'est assez logique, vu la nature de leurs expositions. On passe maintenant à l'impact sur les ratios prudentiels, avec un focus sur le secteur financier néerlandais. Ces graphiques sont assez clairs. Il suffit de comparer la distribution en bleu, avant le choc, à celle en orange, après le choc. On observe une translation très nette vers le bas, que ce soit pour les ratios CET1 des banques à gauche ou pour les ratios SCR des assureurs à droite. Pour mettre des chiffres dessus, le document rapporte une chute des ratios CET1 pour les banques néerlandaises allant de 5,4 à 14,4 points de pourcentage. Pour les assureurs, l'impact sur le ratio SCR est encore plus dispersé, avec une réduction qui s'étale de 0,6 à 50,4 points. Ces fourchettes montrent bien l'ampleur que peut prendre un tel choc. Pour résumer, la principale contribution de ce papier, c'est de proposer une chaîne de modélisation qui soit à la fois structurée,
transparente et opérationnelle. Il fournit une brique de base, utilisable dès maintenant pour l'analyse et la supervision, même si on sait bien que les données et les scénarios environnementaux vont continuer d'évoluer. Finalement, le document se termine sur une ouverture. Ce cadre est un premier pas, un pas fondamental, mais il soulève la prochaine grande question pour le secteur. De quelles données, de quel modèle plus fin a-t-on besoin maintenant pour intégrer pleinement ces risques dans toutes les analyses? Le chantier, en somme, ne fait que commencer.